Salut à tous et bienvenue sur Asbara. L'objet de cette émission va en surprendre plus d'un. En effet, on avait l'habitude de s'attacher aux grands empires, aux États surdimensionnés, aux hyperpuissances ou à tout ce qui touchait à l'actualité internationale de près. Aujourd'hui, nous allons partir sur un des éléments les plus novateurs, les plus intéressants du développement de l'actualité internationale au cours des peut-être 20 dernières années, le Royaume du Maroc. Ce n'est pas forcément le premier pays auquel on pense lorsque l'on réfléchit géopolitique, lorsque l'on réfléchit relations internationales, stratégie. Et pourtant, le Royaume du Maroc a su, depuis au moins 3 décennies, et particulièrement ces 10 dernières années, tirer son épingle du jeu international grâce à un ensemble de facteurs et un ensemble de qualités qui ont fait se distinguer de la masse des États arabes et des États africains. Le Maroc est un pays particulier. Il appartient à la fois à l'ensemble africain, sur le plan géographique, et à l'ensemble arabe, sur le plan culturel. Néanmoins, il se distingue de ces deux ensembles par son histoire singulière et par sa capacité à forger des alliances pour le moins incongrues. Nous allons commencer par le départ. À l'origine, le Maroc, en tout cas sa façade atlantique, constitue peut-être une des régions les plus éloignées de l'Empire romain. Ses habitants originels sont des Berbères. Ce sont les Maures, selon les Romains. D'ailleurs, les Romains vont appeler cette région-là Maurétanie tingitane. Lors de la chute de l'Empire romain, cette région va être un petit peu laissée de côté, étant en deçà du Lim romain dans la majeure partie de son arrière-pays, et va constituer peut-être un des points de départ intéressants pour les invasions barbares, notamment les Vandales. Cette région va être peu christianisée si on la compare à l'est du Maghreb, à savoir la Tunisie ou la région est de l'Algérie. C'est le fait que cette région soit reculée par rapport au centre du pouvoir byzantin en Afrique du Nord, qui se situe autour de Carthage, en Tunisie, qui va peut-être créer cet ensemble de tribus remuantes qui va caractériser le pays marocain et surtout son arrière-pays pendant l'ensemble de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Lorsque l'islam arrive au Maroc, lorsque l'islam arrive en Afrique du Nord et chasse les Byzantins, la position de l'ensemble de cette région-là devient extrêmement stratégique pour la continuité de la conquête islamique vers l'Europe. C'est à partir de Ceuta que Tariq ibn Ziyad va poursuivre sa conquête et donner son nom au fameux détroit de Gibraltar, Jebel Tariq, qui va permettre à l'islam de s'implanter pour au moins 8 siècles de manière durable en Espagne. Lorsque le Maroc, au départ, ne constitue qu'une base arrière des Omeyyades qui vont continuer la conquête de l'Espagne, il va rapidement s'autonomiser au fur et à mesure que le pouvoir musulman central, d'abord Omeyyade, puis ensuite Abbasside, va perdre de sa grandeur, va perdre de sa prestance. L'ensemble du tissu islamique va éclater en diverses tribus fortement berbérisées qui vont un petit peu mener le jeu selon leurs intérêts propres et leurs intérêts locaux. Le plus grand centre de polarité va être autour des tribus berbères de Tunisie et de l'est de l'Algérie. Et ces tribus berbères vont devenir ce qu'on appelle les Fatimides, qui seront des chiites. De l'autre côté, du côté du Maroc, nous allons avoir la première dynastie arabe qui va s'implanter en pays berbère et qui va commencer à singulariser l'ensemble géographique marocain, les Idrissides. Ces descendants du prophète qui auraient pu être intéressés par suivre la voie du chiisme à l'origine, comme beaucoup de descendants directs de Mahomet, vont s'orienter vers un royaume reculé qui a l'insigne avantage de contrôler les accès entre l'Espagne musulmane, très riche dans son âge d'or, et le reste de l'Afrique du Nord, qui lui regarde plutôt vers l'Égypte. Lorsque la confrontation entre les Idrissides et les autres royaumes musulmans va se faire, elle va simplement se traduire par une tectonique des plaques entre les diverses tribus berbères.
Rappelons que jusqu'à l'invasion arabe des Banu Hilal, les tribus berbères sont ultra majoritaires. Elles le seront d'ailleurs d'autant plus que cette région du Maghreb est la plus éloignée du centre arabe et celle qui est restée le plus berbère. Et elle a en plus l'apport des tribus qui viennent du Sahara. Ce qui veut dire que le Maroc va rapidement être dans une position très singulière par rapport à ce qui deviendra plus tard l'Algérie et la Tunisie. Cette position va être mise en avant par les guerriers fanatiques du désert que sont les Almoravides et les Almohades, qui vont constituer un empire centré sur le Maroc, notamment sur Fès, et qui va poursuivre ses conquêtes jusque dans le nord de l'Espagne, insufflant une nouvelle puissance aux troupes musulmanes engagées contre les royaumes chrétiens de Castille, du Portugal, d'Aragon et de Navarre. Finalement, les royaumes chrétiens vont mener à bien, avec beaucoup de retard, leur reconquista, et l'ensemble des troupes berbères vont commencer à quitter progressivement l'Espagne pour se recentrer sur la façade atlantique et la jointure avec le continent européen, le contrôle justement du détroit de Gibraltar et des activités de piraterie. C'est le début de ce qu'on va appeler l'épopée des barbaresques. Car à ce moment-là, on sort du Moyen-Âge et la donne est nouvelle. L'islam a disparu d'Europe de l'Ouest en 1492 par la chute de Grenade et l'ensemble des morisques d'Espagne, également des Juifs, vont se réfugier dans ce royaume. C'est le royaume qui va accueillir le plus de morisques avec l'Algérie et avec la Tunisie. Et cette culture andalouse va profondément féconder les esprits scientifiques des universités qui se trouvent au Maroc et va apporter un renouveau technique à l'activité navale du Maroc. Le Maroc, à ce moment-là, est un pays à part pour une raison simple et fondamentale. C'est le seul territoire d'Afrique du Nord qui échappe à l'emprise turque. Et par le fait d'échapper à l'emprise turque, le Maroc va se confirmer dans sa singularité. Cette singularité va atteindre son apogée lors de la dynastie des Alaouites, qui vont, jusqu'à aujourd'hui, diriger le Maroc. Ils vont s'affirmer en opposition totale avec à la fois les royaumes chrétiens d'Espagne et du Portugal, qui lancent des expéditions maritimes, mais qui ne s'arrêtent que très peu au niveau du Maroc, à l'exception de quelques présides, quelques villes côtières qui sont dominées par lui, et également en opposition totale avec l'autorité turque qui tient les bellikas et les deylikas de Tunisie et d'Algérie. Le Maroc va donc nouer ses propres relations commerciales, à la fois avec le Portugal, mais aussi avec l'Angleterre, mais aussi avec la France, et va constituer peut-être l'avant-poste de l'islam sur l'Atlantique, un islam très influencé par les confréries soufis du Sahara et qui va regarder à la fois vers le grand large, vers l'Europe pour certaines relations commerciales, mais également, et il faut le signaler, vers le Sahara pour les sources d'or et d'esclaves. Les marchés de Casablanca, de Rabat et de Marrakech vont devenir célèbres dans la fameuse traite subsaharienne qui va se continuer et qui va malheureusement perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et c'est justement à la fin du XIXe siècle que la donne va commencer à changer. En effet, le monde arabo-turc dans son ensemble, et même l'ensemble du continent africain, est plutôt à part des conquêtes coloniales. Il n'y a que les Portugais qui conservent quelques comptoirs sur la côte. Les Français vont également en tenter l'expérience, mais l'arrière-pays, et en particulier l'Afrique du Nord, va échapper jusqu'au début du XIXe siècle à la conquête européenne. C'est uniquement lorsque l'Empire turc va commencer à baisser les bras et que les Français vont débarquer en Algérie que la réalité coloniale qui déjà a conquis les Amériques et une partie du Pacifique va rattraper l'Afrique. Et le Maroc va être parmi les derniers pays à être colonisés. Le protectorat français ne date en effet que de 1912. Et il faut le génie de Lyautey qui va savoir négocier en douceur tout en étant extrêmement ferme sur l'aspect militaire vis-à-vis de la dynastie alaouite.
Cet ensemble de négociations avec l'IOT va déboucher sur des accords durables et sur une certaine compréhension, sur une certaine entente qui n'est ni d'actualité en Algérie, ni d'actualité en Afrique noire. En effet, les sultans du Maroc, dans un premier temps ce seront les sultans, vont profiter de la colonisation française. Il y a toujours eu au Maroc l'autorité du sultan sur les grandes villes et sur le pays maritime, et l'irrédentisme des Berbères et des diverses tribus dans le pays qu'on appelle Dar es Bida, l'arrière-pays qui se révolte périodiquement et systématiquement contre l'autorité centrale. Ici, le colonisateur va jouer un rôle centralisateur. Le colonisateur, tout en piétinant officiellement les droits de la dynastie alaouite par le protectorat, va néanmoins organiser une administration centrale, organiser un système d'éducation, organiser un embryon d'armée unifiée qui, en fin de compte, va essentiellement profiter aux Alaouites, aux sultans, puis au roi du Maroc. C'est ainsi qu'en 1956, le Maroc va obtenir son indépendance de la France de la 4e République, alors que la guerre d'Algérie vient de commencer. Et c'est le positionnement du royaume du Maroc qui, dès ce moment-là, va être très singulier. Tout en aidant les frères algériens dans leur lutte contre le colonisateur, le Maroc va adopter une attitude ambivalente. On est avant tout marocain avant d'être arabe ou avant d'être africain. Cette singularité marocaine qui fait que le Maroc va échapper à la malédiction des pays arabes, la déliquescence nationale, va renforcer ses convictions et va renforcer l'autorité de son roi, notamment Hassan II, qui va réellement asseoir la dynastie dans un système moderne qui trouve à la fois sa place dans une dictature royale, mais également qui a énormément de soutien au cœur de la population et au cœur de l'establishment des chefs de tribus. Des régions comme le Rif, qui a longtemps été détaché du reste du protectorat marocain par la présence des Espagnols et par sa culture berbère irrédentiste spécifique, vont progressivement se rallier au pouvoir central, même si jusqu'à aujourd'hui, on observe un certain déclassement de ces régions par rapport à la façade maritime et par rapport au pays central. Sous Hassan II, le Maroc va un petit peu sortir de son rôle traditionnel de représentant de la Ligue arabe et va résolument jouer une politique africaine assez importante. Des troupes marocaines vont être envoyées à la fois contre Israël pendant la guerre de Kippour, pendant la guerre des 6 jours, mais également vont être envoyées sur des terrains d'action en Afrique noire pour soutenir à volonté des dirigeants qui rentrent un petit peu dans le cadre de la collaboration marocaine. Le principal objectif territorial marocain se situe au sud. C'est le Sahara occidental, le Rio del Oro. Cette colonie espagnole qui, jusque dans les années 70, va rester sous l'autorité de la dictature de Franco et qui va constituer peut-être le plus grand défi des Marocains qui lanceront sur cette région, une fois le protectorat espagnol terminé, la marche verte pour réunifier de force cette région-là à l'ensemble de l'empire chérifien, l'ensemble des possessions marocaines. Cette annexion ne sera jamais reconnue par la communauté internationale, ni par l'ensemble des pays arabes, a fortiori par le plus grand ennemi du Maroc, son voisin, l'Algérie. L'Algérie révolutionnaire, qui va résolument prendre le parti de l'Union soviétique, va s'opposer au Maroc dans les années 60 et dans les années 70 par plusieurs guerres des sables, qui sont plus des affrontements sporadiques que de véritables guerres, mais qui vont conforter l'identité marocaine d'opposition à une Algérie qui va tout simplement être gérée par une junte militaire qui va, malgré les ressources importantes du pays, ne pas trouver ses marques dans la population. C'est également ce qui fait que l'Algérie va sombrer dans le danger islamiste dans les années 90 et que le Maroc va échapper à cette révélation, à cette rébellion islamiste contre ses institutions. Et à partir de ce moment-là, le Maroc va commencer à jouer résolument le jeu occidental, car le bloc de l'Est est tombé, l'Union soviétique n'est plus. Le Maroc va nouer des liens très spécifiques avec les États-Unis en tant que nation atlantique. Le Maroc va également nouer des liens très particuliers avec l'Union européenne,
notamment par le biais de la diaspora marocaine, qui est extrêmement importante en France, en Belgique et aux Pays-Bas, et va commencer à dresser de manière un petit peu planifiée un tissu socio-économique qui, bon l'an, mal an, va coloniser l'ensemble des régions du pays. La principale pierre d'achoppement à ce tissu économique est la corruption endémique qui existe dans l'ensemble des pays arabes, mais qui spécifiquement au Royaume du Maroc touche avant tout l'arrière-pays et les régions isolées. Lorsque le Maroc passe entre les mains du fils de Hassan II, Mohamed VI, dit M6, c'est une révolution de soft power qui s'établit en plus des traditionnelles relations économiques et militaires qui existent avec les pays occidentaux. Le roi Mohamed VI va vouloir concentrer sur sa personne les intérêts des libéraux, ce qui est pour le coup quelque chose de particulièrement difficile quand on est une monarchie d'inspiration divine, et va tenter de juguler la vague islamiste par la création d'un islam d'État marocain, chérifien, personnifié par la personne du roi, à la fois commandeur des croyants et protecteur de toutes les religions du Maroc. C'est peut-être la spécificité marocaine. L'État n'est pas arabe, il est arabo-berbère. La part est faite aux tribus, la part est faite aux allégeances de la langue berbère à l'ensemble du dialecte local, le darija. Et le Maroc va également valoriser, contrairement à énormément de pays arabes, le peu de communauté juive qui lui reste dans la personne de son conseiller royal, André Azoulay, et dans la personne de plusieurs entrepreneurs marocains de confession juive qui vont contribuer à l'idée d'un pays dans lequel les relations entre les religions sont apaisées. C'est également le renouveau du marché du tourisme qui va profiter à l'État marocain et qui va créer une hype, une véritable vibe autour de villes comme Marrakech ou Tanger et qui va tout simplement faire rentrer énormément de devises dans le pays qui, contrairement à beaucoup d'autres pays arabes, ne disposent pas des mêmes ressources naturelles. Dans l'idée de l'expansion marocaine et du soft power marocain à l'étranger, des artistes francophones, mais également arabophones et berbérophones, vont répandre l'idée que le Maroc est un État ouvert à l'ensemble des influences et vont constituer une véritable force de frappe médiatique pour les intérêts du royaume chérifien. C'est au niveau des relations militaires internationales que le Maroc va jouer un jeu qui est très spécifique et qui va ensuite être imité par beaucoup de pays arabes. Si le Maroc a toujours entretenu en sous-main des liens avec Israël, même au plus fort de la guerre de Kippour, c'est parce que les Israéliens voient un intérêt direct à avoir un allié dont l'arabité n'est pas si évidente que ça et qui considère ses intérêts propres devant ceux de la Ligue arabe, contre notamment l'Algérie, qui, elle, est d'un irrédentisme anti-israélien total et qui a cette capacité à fournir des armes et un abri à de nombreux terroristes, ou donner le contre-exemple de la Tunisie, qui va accueillir, par exemple, la direction de l'OLP à partir des années 80. Le Maroc va suivre un petit peu cette voie et aller vers une normalisation progressive avec Israël, normalisation qui ne sera interrompue que par la deuxième intifada et la recrudescence des attentats en Israël et l'opposition des groupes armés palestiniens. Lorsque le Maroc reprend la main sur le Sahara occidental au cours d'une longue guerre d'épuisement vis-à-vis du Front Polisario, c'est-à-dire les rebelles qui sont présents au Sahara occidental, eh bien, le Maroc va se servir de ses relations internationales, notamment avec les États-Unis, pour asseoir cette position et tenter de reconnaître un fait colonial que personne n'aurait voulu reconnaître, en tout cas dans le monde arabe, au sein de la Ligue arabe et à l'ONU. Le Maroc va donc progressivement couper ses liens avec l'Iran, jusqu'à rompre ses relations diplomatiques, et va réouvrir une relation diplomatique quasi normale et totalement intégrée en termes de partage d'informations de défense et de partage de technologies avec l'État d'Israël. C'est Benyamin Netanyahou et Donald Trump qui vont être à l'origine un petit peu de ce plan
qui va attirer progressivement l'élite marocaine, en particulier l'élite militaire, vers une alliance de facto, qui ne dit pas son nom, dans une opposition du monde sunnite contre l'Iran chiite et ses diverses influences. Lorsque le Maroc positionne son armée face à la frontière algérienne ou dans les sables du Sahara occidental pour tenir la région, en particulier la zone côtière, il dispose des renseignements américains et dans une moindre mesure israéliens, mais il dispose également de la technologie française et de l'appui du Royaume-Uni pour mener à bien ses actions. En effet, le Maroc a pris résolument le contre-pied de la stratégie islamiste de certains pays après le printemps arabe et a résolument engagé sa société vers une évolution constitutionnelle qui a pour but tout simplement d'annihiler l'opposition islamiste légale en la retirant du Parlement, en lui retirant un petit peu l'ensemble de ses arguments anti-royaux et en lui coupant l'herbe sous le pied au niveau économique par l'investissement massif dans des régions désaffectées. C'est l'ensemble de ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, en 2022 et en 2023, le Maroc a enregistré, sur le plan sportif en 2022, avec la Coupe du Monde de football au Qatar et les performances d'une équipe marocaine, et en 2023, par l'ensemble de son action sur la diaspora marocaine et par les liens qu'il entend nouer, en particulier avec l'Espagne, son voisin toujours un petit peu belliqueux, et la France, toujours l'ancienne métropole, eh bien, un véritable soft power est l'incarnation d'un islam royal, apaisé, qui peut faire contre-pied de manière efficace à l'ensemble des salafistes et à l'ensemble des katibas de Al-Qaïda au Maghreb et de tous les acteurs qui pourraient intervenir dans ce jeu-là. Dans ce contexte, les liens entre le Maroc et Israël sont plus que jamais d'actualité. Nous rappelons qu'une bonne partie de la population israélienne est d'origine marocaine, que les liens entre les deux pays se sont toujours faits de manière apaisée par rapport à d'autres pays arabes, et que le Maroc a également énormément à gagner des progrès de l'industrie et de l'agriculture israélienne, parce qu'il rencontre les mêmes problématiques au sein de son développement et au sein des difficultés que lui pose la montée du sable du Sahara, tout simplement l'augmentation de la désertification dans ces régions intérieures. Tout ça propulse le Maroc sur le devant de la scène et va lui permettre, qui sait, d'aspirer à un leadership au sein du monde arabe ou au sein du monde africain auquel il n'aurait pas pu prétendre peut-être 10 ans plus tôt. Il sera très intéressant de suivre l'année 2023 sur l'ensemble des développements des sommets conjoints entre le Maroc et l'Union européenne et entre le Maroc et Israël qui vont se poursuivre. Ce sera l'objet peut-être d'une autre émission.